Et coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour une nouvelle émission ensemble au cœur de l'actualité de l'OM. Tiens, je vais lever mon ordinateur, comme ça vous allez voir encore mieux le plateau. Voilà, comme ça il dérange pas. On est bien ensemble, on est réunis. J'ai vu qu'il y avait déjà un petit abonnement qui est tombé, je crois que c'est Théo. Voilà, merci, 7 mois d'abonnement avec ton Prime. Je vous rappelle, vous pouvez lier vos comptes Amazon Prime Gaming et Twitch, et pour pouvoir offrir un Prime au streamer de votre choix, c'est dans votre abonnement Prime, vous l'avez déjà, donc n'hésitez pas à le faire. C'est pas gratuit puisque vous le payez quand vous vous abonnez à Prime, mais c'est en tout cas une de vos possibilités de sub pour soutenir la chaîne de votre choix. C'est ce qu'a fait aussi Dams. Merci Dams. Je crois que vous avez lancé d'ailleurs le train de la hype, les copains. Bravo à vous. Je vous rappelle aussi qu'on se retrouve sur MyPhocéen. MyPhocéen, c'est le Phocéen sans pub. Le Phocéen où on peut accéder directement au salon de discussion pour parler avec toute l'équipe. Slim, Loïc, Jade, Seb, Max et tous les autres qui sont réunis sur ce salon de discussion où on papote ensemble avec grand plaisir. Voilà. Pour ce qui est de l'actu de l'OM, pour l'instant, aujourd'hui, c'est plutôt calme. Il va falloir quand même qu'on parle un peu des objectifs qui nous restent, parce que il reste 7 matchs de championnat, 2 matchs de Coupe d'Europe ou plus. La question qu'on posait ce matin sur le Phocéen est intéressante. Bonjour à tous, salut Rastaman. Salut à tous. C'est quoi les derniers objectifs qu'on peut atteindre? À quoi vous croyez? Et la question était assez simple. À quels objectifs croyez-vous encore pour l'OM en cette fin de saison? Et vous aviez plusieurs choix possibles. D'accord? Et il y avait 3 propositions. C'était finir dans le top 4, finir à une place européenne et franchir au moins les quarts de finale de la Ligue Europa. Et vous aviez aussi aucun de ces objectifs. À noter qu'une personne sur 3 ne croit plus du tout en aucun de ces objectifs, donc voilà, comme Alpha Blue Light, Fred OM, voilà, donc la saison est morte, nous dit Jojo. Donc voilà, pour vous en tout cas, c'est 34% qui votent ça. Il y a 60% d'entre vous, un peu plus optimistes, qui pensent qu'on peut finir à une place européenne, c'est-à-dire dans le top 7. Moi, j'en fais partie. Je pense que c'est possible et que c'est un objectif auquel je crois. Même chose d'ailleurs, 53% pour franchir au moins les quarts de finale de la Ligue Europa, c'est-à-dire éliminer Benfica. Et ça aussi, personnellement, j'y crois. Mais il va falloir qu'on retrouve le bel OM de Jean-Louis Gasset, celui des 4 premiers matchs, qui a mis 16 buts en 4 matchs, 4 buts par match, un OM flamboyant. Il va falloir réussir à le retrouver sans l'un des flambeaux principaux, c'est-à-dire Ismaïla Sarr, sans oublier Jonathan Klaus qui est blessé, donc ça rajoute de la difficulté. Donc voilà. Et je précise aussi, tiens, pour être complet sur ce sondage, cette consultation, qu'il y a 13% d'entre vous qui croient encore qu'on peut finir dans le top 4, donc qui pensent évidemment qu'on va gagner à Lille, parce que sans gagner à Lille, il n'y a pas de top 4 puisqu'on est à 7 points de Lille, et que quoi qu'il arrive, si on veut envisager de recoller, va falloir faire peut-être 19 points sur 21 en espérant que Lille lâche des points en route, ce qui est possible, mais il va falloir aller gagner chez eux. Voilà. On remarquera une nouvelle fois que ce sont toujours les mêmes qui sont aidés par l'arbitrage. Regardez hier soir. Oui, c'est sûr que Lyon a été bien aidé hier soir contre le dernier de Ligue 2. Après, faut peut-être pas se laisser abattre par un OM PSG. On sait que c'est des matchs particuliers qu'on perd tout le temps quasiment. Donc faut peut-être mettre ça de côté et se dire ouais, ok, à Rennes ils étaient fatigués et c'est logique parce qu'ils avaient enchaîné un nombre de matchs incroyable. Ils ont pas été là, ils ont fait un très mauvais match. Contre Paris, l'attitude était là, mais il y avait beaucoup d'absents, c'était difficile. Et ton couloir droit, c'était Ulysse Garcia, Luis Enrique, donc forcément, tu vas avoir du mal à avoir une équipe efficace. Sans parler des prestations d'Harit et Ndiaye très décevantes, alors que c'est eux qui doivent vraiment créer le jeu. Le hors-jeu de Vertou, refaites-vous l'OM au café d'hier, on en a parlé pendant un quart d'heure avec Seb Volp qui est passé au téléphone nous faire un petit coucou et qui a voulu lancer un petit débat et c'était bien sympa. Coucou à lui d'ailleurs. Voilà, donc on en est là. Tiens, je vais prendre quelques commentaires. Est-ce que Lille aussi aura la double confrontation sans Ligue 1? Oui, Nico, tout à fait. Lille, Paris et l'OM
ont cette double confrontation sans Ligue 1 avec leur match reporté. C'est normal d'ailleurs si l'OM et Paris ont fait cette demande et que Lille l'a faite aussi, c'est normal que tous les trois aient la même réponse. Rennes, ils ont pas enchaîné eux? Eh ben non. Non. Non, Rennes, pas du tout, parce que Rennes s'est fait éliminer en barrage d'Europa League, là où nous, on est passé contre le Shakhtar. Et là, quand nous, on jouait Villarreal, eux, ils regardaient les matchs à la télé. Donc, non, ils n'ont pas enchaîné comme nous, non, Rennes. Voilà. Lyon nous passe devant, tu y crois? C'est une possibilité, The Cable. Ça me dérangerait pas. À vrai dire, si on est incapable d'atteindre les places européennes, qu'on finisse 9e ou 10e et que Lyon finisse 9e ou 10e, ça changera pas ma vie et ni même ma lecture de la saison. Voilà, donc oui, ça peut arriver qu'on s'effondre et que Lyon nous passe devant, mais bon, qu'est-ce que ça changerait? Pour moi, rien. On n'en parle jamais de ce 10 contre 11 où on a été ridicule, mais tout va bien. Moi, c'est ça qui me frustre le plus, l'Hippopo, j'en ai parlé hier. C'est cette incapacité pendant 50 minutes à remporter un match où tu es à 10 contre 11. Donc c'est compliqué. Tu penses que doubler Nice c'est possible? Je pense que doubler Nice c'est possible. Je pense que doubler Lens c'est possible. La 5e place c'est pas très loin. On a des confrontations directes, donc c'est totalement possible. En plus c'est deux équipes qui ont des résultats en dents de scie. Donc c'est pour moi une grande possibilité. Par contre, il y a encore 3 équipes devant à doubler et ça va être difficile. Monaco et Brest qui sont à une dizaine de points, ça me paraît sur 21, il faut vraiment qu'il y ait un effondrement et que bon, ça me paraît très compliqué. Par contre Lille, Lille il va falloir gagner. Vendredi, on saura si on peut encore espérer un tout petit peu le top 4 ou c'est finito pipo, mais on le saura vendredi. Donc voilà. À l'époque, avec Thiago Motta, on avait aussi joué 11 contre 10 et perdu 1-2. Effectivement, Nico, mais c'était pas le même PSG, c'était vraiment un PSG très fort. Très très fort cette année-là. On était ressorti aussi en se disant mais on les battra jamais. Parce que tu menais 1-0 à 11 contre 10 et tu finis par perdre le match. C'était très très dur. Mais voilà. Voilà, donc faudrait un miracle pour gagner à Lille. Non, faudrait un très bon match. Lille, c'est pas une équipe non plus. C'est comme nous, Lille, ils font des résultats, ils y perdent des points bêtement. Ils ont des joueurs qui font des prestats super et puis qui sont transparents le match d'après. Bon, c'est vrai que Zegrova et David sont en forme en ce début d'année. Ils l'ont pas été toute la saison, donc voilà. Ouais, Lille aussi a des joueurs en forme et des joueurs en méforme, un peu comme tout le monde, et ils ont un peu moins de blessés que nous. C'est ça qui est un peu embêtant. Donc, et nous à Lille, on a du mal en général, donc compliqué. Si Lille gagne la conférence, il n'y a pas une place de plus. Je ne crois pas, mais c'est une très bonne question. Non, je pense que s'ils gagnent la conférence, ils vont en Europa League, ça c'est sûr. Enfin, comment expliquer? Non, s'ils gagnent la conférence et qu'ils sont pas dans le top 6, ils vont en Europa League. S'ils sont déjà dans l'Europa League ou en Ligue des Champions, ça libère une place, mais pour un autre pays. Voilà, donc c'est 7 Européens normalement, moins que je me trompe, mais je ne pense pas. La saison est finie, Romain. Écoute, on verra vendredi déjà. Puis il y a cette double confrontation contre Benfica. Donc moi, quand on est en quart de finale de Coupe d'Europe, je peux pas envisager qu'une saison soit terminée. Même si on regarde avec un peu de recul, c'est logique de penser comme ça. Mais c'est quand même c'est quand même pas certain non plus. Il y a quand même un club de Première Ligue lors de la prochaine phase. C'est déjà trop compliqué pour Lille. Oui, c'est vrai qu'ils vont jouer contre Aston Villa. Un match un peu compliqué. Mais voilà. Romain, tu peux résumer le match de Frappart en un mot? Alors, j'ai pas vu le match, honnêtement. Lyon-Valenciennes, ça m'intéresse pas du tout. Bon, là, très clairement. Si Lyon s'était fait accrocher, je me serais fait un petit résumé ce matin, mais apparemment elle s'est loupée un peu ou beaucoup, je sais pas, j'ai pas vu le match, voilà. La saison prochaine va être encore plus difficile, la masse salariale, on verra ça les amis. Tu peux aussi avoir miracle, une grosse vente cet été, ça peut arriver. Un joueur comme Balerdi, ça peut partir très 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 cher.
Donc, donc voilà. Je revois le but de l'OM et l'erreur d'arbitrage de Bastien. Bah écoute Nad, on en a parlé hier, donc ouais, on peut le penser, on peut le voir comme ça en tout cas. On peut le voir comme ça. C'est vrai que les arguments étaient bons du côté de Seb. Hein. Refaites-vous le débat vraiment. C'était très sympa. Des nouvelles de Chancel? Non, aucune nouvelle du défenseur de l'OM. On verra ça dans les prochains jours. Mais c'est vrai qu'il se dirige vers un forfait contre le LOSC, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il pourra revenir pour Benfica? Faut vraiment l'espérer parce que c'est pas la même équipe, hein, avec ou sans lui. Donc, j'espère que les blessures ne feront pas défaut dans ce sprint final. Ben, on l'espère tous, Nico. Effectivement, tu vois l'OM prendre combien de points d'ici la fin de saison? C'est impossible à dire, Jojo. C'est impossible de répondre à cette question. On a des matchs contre des concurrents directs. On a des matchs un peu plus abordables. Moi, honnêtement, je ne nous vois pas gagner à Lille. Si on est objectif, on va dire 1 point. Et encore. Contre Rennes, contre Lens et Nice, je pense qu'on va en gagner 1. Donc, je dirais 3 points. Peut-être 1 point sur l'autre. Donc, ça fait 5. Après, il y a le déplacement à Toulouse, toujours très compliqué, mais Toulouse joue plus grand chose, donc je pense qu'on peut aller gagner. Il va falloir, hein. Donc ça fait 8. Après, déplacement à Reims, celui-là, je vais mettre qu'un petit point, tu vois, pour essayer d'être un peu... donc ça fait 9, et puis il restera 2 matchs. Selon notre situation au classement, je pense qu'on peut aller... on peut espérer battre Lorient quand même au Vélodrome. Ça fait 12, et puis il y a ce déplacement au Havre. Si tu joues quelque chose, on peut gagner au Havre, donc ça fait 15. Voilà, 15 sur 21, et c'est un parcours réussi pour moi. Mais faut les prendre les 15 points, c'est pas si évident. Est-ce qu'avec 15 points, ça nous met 5, 6, 7? Ça c'est dur de le savoir, mais voilà. Il y a Papa Ludo qui nous dit: j'espère que Ndiaye, Harit, Unai, Luis Enrique vont partir cet été pour de meilleurs joueurs. Oui, alors ils partiront pas tous, hein, mais et puis trouver des meilleurs joueurs, ça va pas être si simple. Bon, pour Unai et Luis Enrique, je pense que ça peut le faire. Des ailiers ou des milieux de terrain qui sont capables de faire un bon match de temps en temps, il y en a. Luis Enrique a fait un bon match contre Paris, attention, je l'ai déjà dit. Mais je pense que sur la durée, c'est pas un joueur, je suis assez d'accord avec toi. Ndiaye et Harit, il va falloir que il y en ait peut-être un des deux qui partent, et encore, c'est pas si simple. Mais Ndiaye et Harit, ça peut être des bons remplaçants aussi dans une équipe ambitieuse, parce que c'est des joueurs qui peuvent apporter quelque chose par-ci, par-là. Donc on verra. Lopsy, t'es bien optimiste, on va perdre contre Lille, Nice et Lens comme d'hab. Ah oui, alors si on perd contre Lille, Nice et Lens, évidemment, il y aura pas d'Europe en fin de saison. Mais si pas de Coupe d'Europe, personne ne voudra venir. C'est arrivé très souvent dans l'histoire de l'OM sur les 15 dernières années qu'il y ait des saisons sans Coupe d'Europe. On a toujours réussi à faire un mercato et à faire venir des joueurs. Je crois que c'est un faux débat, ça. On aura de l'argent pour changer les joueurs de cette équipe en bois. Écoute Dédé, c'est pas si simple. On verra. Après, tous les joueurs ne sont pas en bois dans cette équipe. Moi, je suis persuadé que sur une saison où ça tourne un peu mieux, où tu es un peu peut-être avec un coach qui te prend, qui réussit à mieux prendre son groupe en main dès le mois de juin, juillet, je pense que même cet effectif-là, il est capable de faire beaucoup mieux. Après, il y a des erreurs de casting qui coûtent cher. Chacun mettra le curseur où il veut sur les noms des joueurs, mais il y en a beaucoup. Donc voilà. C'est pas de Coupe d'Europe, le stade sera plein la saison prochaine. Écoute Nico, ça je ne suis pas devin. Je ne sais pas. Non, je pense pas, Zofko. Tu penses qu'un entraîneur peut arriver avant la fin de saison pour mieux préparer celle d'après? Non, je ne le pense pas. Je pense pas, c'est pas du tout la tendance. Jean-Louis Gasset, il est en mission. Je pense que on va gentiment laisser finir cette saison. Pourquoi pas en essayant d'accrocher 1 ou 2 objectifs. Et voilà. On minimise l'impact terrible de ce tour préliminaire face au Pana. Oui, Charlie, tu as raison.
tout a commencé là. La saison kata, elle a commencé là et elle s'est enchaînée. Des buts dans les arrêts de jeu, des points perdus bêtement, des ratés incroyables. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est une saison où il y a rien qui veut tourner dans le bon sens. Voilà, là, on finirait, on se dit, on va récupérer un effectif requinqué par la trêve avec plein d'énergie, on va pouvoir aller avoir de l'ambition. Qu'est-ce qui se passe à la trêve? On perd Klose, on perd Sarr, on perd Meite, on a Balerdi qui a du mal à revenir de ses adducteurs, on a Gigot qui est blessé. Et la liste, elle est longue. On a Rongier qui revient pas, alors qu'à un moment donné, on nous a dit en février, il sera là, c'est bon. On est en avril. Il y a rien qui va. Voilà, cette saison, il y a strictement rien qui va. Voilà. Après, chacun son avis sur le niveau des joueurs. Voilà. On a tous nos têtes, tu vois. Je vois Saka qui nous dit Sarr, c'est une pipe qu'il dégage. C'est ton choix. Chacun ses goûts. Voilà. C'était utile cette trêve, non, c'était pas très utile. 4 préparateurs physiques en quelques mois, voilà le problème. Ça fait partie, effectivement. Imagine si Aubameyang était blessé cette saison, qui marquerait? Ah oui, non, mais ça, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir un sacré buteur, Chris Orient cette année. On va pas se jouer au et s'il y avait ci et s'il y avait ça, puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais tu as raison, c'est vrai que l'impact d'Aubameyang est important cette saison. Et il y a la Coupe Gambardella. Effectivement, Kimball, tu as raison de nous le rappeler. Alors, ça sera pas un trophée, on le fêtera pas comme une Coupe de France, un championnat, une Coupe d'Europe. Mais moi, personnellement, une petite Coupe Gambardella, ça validerait quand même quelque chose. On a une génération qui a été très bien travaillée pour le coup, par les dirigeants du centre de formation, même si on sait visiblement la gestion du centre de formation posait problème pour certains. Force est de constater qu'on est champion de France U17, que cette génération est en tête de son championnat U19, qu'elle est en demi-finale de la Coupe Gambardella, qu'il y a des joueurs, il y en a 3 qui sont internationaux U17 qui vont participer à l'Euro cet été. On peut pas dire tout et son contraire. Déjà, aller en demi-finale de la Gambardella, c'est une validation de certaines choses, du travail bien fait. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du potentiel. Il y a beaucoup de ces joueurs-là aussi sur lesquels l'OM mise vraiment beaucoup, compte vraiment beaucoup sur eux dans un futur plus ou moins proche. Peut-être pour intégrer le groupe dès cet été, peut-être pour l'été prochain, peut-être pour faire avec parcimonie un peu des entrées par-ci par-là. Bien sûr, on a parlé de Sternal et Bacola qui sont les têtes de proue, mais il y a le petit Selami au milieu de terrain qui est international U17 qui semble avoir aussi du potentiel. Il y a Gaël Lafont qui vient de signer professionnel avec l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Il y a le petit Abdallah, je sais plus, le neveu, je crois, de Touafilou Maolida, qui a marqué à Rennes et qui fait partie des joueurs que l'OM aimerait bien couver jusqu'à emmener au monde professionnel. Voilà, il y a beaucoup de talent dans cette équipe et c'est bien, c'est très bien. Voilà, dans les bonnes et mauvaises saisons, allez l'OM. Merci pour ton message, Code de Bluff, très bon pseudo aussi, qui s'abonne avec son petit Prime. Merci à toi. Pourquoi on ne fait pas confiance aux jeunes? On risque quoi? Alors Nad, cette histoire des jeunes, j'ai déjà expliqué un petit peu, mais je vais le redire. C'est un choix. C'est pas qu'on leur fait pas confiance, surtout à ces jeunes-là, c'est qu'on veut pas les exposer trop vite et on veut pas les griller. On peut penser par exemple à ce qui s'était passé avec Boutouba. Si on lance Sternal dans le monde pro aujourd'hui, peut-être qu'il explose. Parce que physiquement pas prêt, parce qu'il n'est pas encore totalement mûr, peut-être pour ce monde-là. Il y a des clubs qui font le choix de le faire, mais des Lenny Yoro et des Warren Zahir Emery, il y en a pas dans tous les clubs et puis même on n'en a pas à l'OM. Malgré tout, ça veut pas dire que ces joueurs-là, quand ils auront 18 ans, ne seront pas des très bons joueurs de Ligue 1 et peut-être même plus, qui exploseront plus tard. Le choix est donc fait de les conserver un peu au chaud, un peu au frigo. On leur dit voilà, vous faites votre championnat U19, vous le gagnez, vous faites votre Coupe Gambardella, pourquoi pas la gagner, on verra cet été. C'est la stratégie. Elle est discutable, elle est pas discutable. Et quand on va chercher des joueurs, encore une fois, je vous donne la stratégie, je vous dis pas que je la valide. Pour l'instant, pour moi, ça leur donne plutôt raison sur cette génération-là. On verra
jusqu'où iront ces joueurs-là. Hein. Peut-être que ça sera peut-être pas la bonne solution au final, mais je peux comprendre. Et maintenant, quand on va chercher des joueurs pour compléter le groupe, on va pas chercher des jeunes, on va chercher des joueurs un peu plus expérimentés de la réserve. On l'a vu dernièrement avec Sparagna, avec Sidi Ali qui a même joué un match cette saison, avec Mayo Katika qui est arrivé cet été mais qui a déjà 18 ans, qui est d'une génération au-dessus, avec Soglo qui lui aurait pu être dans cette génération Gambardella mais qui a été intégré au groupe par Marcelino et qui est toujours dans le groupe et qui fait partie des rares joueurs sur la liste UEFA, donc qui pourrait potentiellement jouer contre Benfica s'il y a besoin. Le gardien aussi, Aboubakar Dosso, t'as raison, Saka, il fait partie des joueurs qui sont plus ou moins observés. Voilà, il y a des bons jeunes dans cette équipe. Donc la stratégie, c'est de les faire monter petit à petit pour au final arriver à en sortir 3 ou 4 et peut-être qu'il y en ait un ou deux qui soient de très bons joueurs de l'OM dans les années à venir. C'est l'objectif. 35e mois d'abonnement pour Ghost Fred. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, lors du week-end où on est censé aller à Reims, alors ça vaut si on ne passe pas Benfica, si on se qualifie. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on jouera à Reims, puisqu'on pourra pas le jouer vendredi, samedi, ni le dimanche, puisque c'est le 5 mai, et que vous savez, évidemment, le drame de Furiani, on ne joue plus en France les matchs de foot professionnels le 5 mai, et c'est très bien. Mais du coup, il y aura pas de possibilité de jouer ce match contre Reims, peut-être le lundi, j'en sais rien. En tout cas, si l'OM est éliminé par Benfica, Reims a envie de faire une sorte d'après-midi soirée football total à Delon avec la Gambardella enlevée de rideau du match des pros. Moi, je trouve ça super. Maintenant, on va pas le souhaiter parce que ça voudrait dire qu'on se fait éliminer contre Benfica. Mais si ça arrivait, ça pourrait faire une journée assez folle à Reims, pour les supporters de l'OM aussi qui pourraient assister aux 2 matchs. Voilà, je trouve ça super comme idée. Maintenant, c'est à condition qu'on perde. Donc, c'est pas quelque chose de super, mais voilà. Moi, je vous donnais juste la stratégie. Après, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est pas juste? Voilà. Il y a Nat qui nous parle de Liadji. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a envoyés au feu un peu tôt. Moi, tu vois, par exemple, le Perrin, il est arrivé chez les pros, il avait un certain âge. Je vois que vous en parlez aussi. Perrin, il est pas arrivé en pro à 16 ans. Voilà, donc Bouba Camara, voilà, c'est l'exception. Bouba Camara, il a pris part au groupe pro dès qu'il avait 16 ans. À 17-18 ans, il jouait. Mais des Bouba Camara, on en a pas tous les ans dans nos générations. Tac. Quelle charnière pour toi vendredi en l'absence de Chancel? Pas trop le choix, Charlie. Hein. Ça sera Balerdi Gigot, en espérant que les deux soient capables de jouer, mais il y a pas un suspense de fou non plus. Maxime Lopez, Flamini, oui, Maxime Lopez aussi, c'est vrai, les amis. Après, Maxime Lopez, il a pas joué vraiment en pro à 16 ans. Hein. Il a fallu attendre qu'il ait 18-19 ans, mais c'est vrai qu'il a intégré très jeune le groupe. Je crois même qu'il était avec il s'entraînait dans le groupe avec Bielsa, donc il me semble. C'est peut-être une bêtise, ou avec Mitchell l'année d'après. Camara, Nasri, il y en a pas 50. Ben non, il y en a pas 50. Il y en a un tous les 10 ans, voilà. Donc, est-ce qu'on en a un dans cette génération? On verra cet été. Hein, si le coach qui arrive dit, moi, Sternal, tous les jours, il est dans mon groupe. Je compte sur lui. Bacola, il a un potentiel de fou. Il vient avec moi et je vais le façonner. Ça dépend du coach aussi, voilà. Mais disons que le club sur cette génération-là ne fermera aucune porte vers le monde professionnel pour cet été. Pour l'instant, ils sont pas très très chauds pour les laisser intégrer le groupe pro pour des raisons voilà que je disais de protection de ces jeunes-là. Je sais que ils font quelques entraînements de temps en temps avec l'équipe professionnelle. C'est arrivé à Bacola en fin de semaine dernière d'aller s'entraîner avec le groupe pro. Au retour de la semaine internationale, Jean-Louis Gasset l'a dit, hein, on regarde tout ce qui se passe, on regarde toutes les générations. Je suis pas certain qu'il ait la possibilité et l'envie forcément d'aller contre la décision de ses dirigeants, qui est de façonner cette génération pour la faire monter. Même tout me dit, on a essayé avec Muguet et Soglo. Alors c'est 2 cas très différents. Muguet, déjà, il n'est pas formé à l'OM, il arrive comme une recrue quand il a 18 piges du Cameroun et finalement il est intégré parce qu'il a besoin d'un jeune. C'est sous la saison Tudor, hein. Il a besoin d'un jeune et
Et finalement, ben, c'est Muguet qui vient compléter les groupes, qui fait des apparitions sur le banc, qui va marquer contre Annecy sur sa première apparition. Et voilà, il s'installe comme un joueur du groupe lointain. Et c'est la même chose pour Soglo, hein, qui avec Marcelino a quand même marqué pour sa première titularisation. Voilà, maintenant on est sur des jeunes joueurs qui n'ont pas été recrutés sur la même génération que, j'insiste, hein, que Sternal, Bacola et tous les autres. C'est des joueurs qui ont une génération de plus ou deux. Donc voilà. Muguet, franchement, je le trouve très fort. Bah écoute, là, il est à Dunkerque, qui joue pas en Ligue 2. Donc je me demande... non, il est pas blessé. Donc non, c'est juste qu'il est pas aussi fort que ce qu'on pense, peut-être. Voilà. Est-ce que les accolades en fin de match t'ont aussi perturbé ou franchement on est passé à autre chose, faut arrêter un certain fanatisme? Ça me gêne pas, Actarus. Moi, ça me gêne pas. Les accolades en début de match, ça me gêne. Encore que quand t'es, je sais pas moi, partenaire en équipe nationale, ça me choque pas. Faut vivre avec son temps. C'est vrai que avant l'époque 90, etc., ils avaient beau jouer en bleu ensemble, ils se regardaient comme des morts de faim dans le tunnel. C'était quelque chose d'intéressant aussi. Hein. Mais non, j'explique, Bika. Avant le match, ça me gêne de fou parce que t'as pas à sympathiser avec l'adversaire, avec l'ennemi, même si je n'aime pas ce terme, mais t'as pas à rentrer dans une connivence. Tu dois juste avoir envie de leur marcher dessus. Ça, c'est mon avis. Par contre, ben, à l'image de certains sports, quand le coup de sifflet final est donné, tu serres la main, tu fais une accolade, tu parles. Peut-être tu dois pas le faire sur le terrain, peut-être c'est une erreur de gestion, d'intelligence. Mais quoi qu'il arrive, le match il est fini. Donc voilà, moi disons que je comprends pourquoi ça choque. C'est juste que moi j'étais tellement dégoûté, en fait, j'ai même pas prêté attention. Voilà, mais non, mais après, vous pensez peut-être que je minimise. Non, mais Ah, il était blessé, Muguet. Bon, bah écoute, bidon, peut-être. Tiens, il y avait un message. C'est hyper gênant, comme se promener à Marseille avec le maillot du PSG dans les années 90, c'était impossible. Ah oui, mais ça, clairement. Très clairement. Mais après, tu sais... Je connais des gens, leurs enfants, et fans d'Mbappé. Voilà. Tu peux pas l'empêcher. Hein. C'est l'attaquant de l'équipe de France, etc. Ça me rend fou, comme vous. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ils aiment bien Mbappé. Et Mbappé, il joue au PSG. Donc forcément, ça crée un truc qui est gênant pour nous. Mais voilà. J'espère pas avoir affaire à ce cas me concernant, parce que ça passerait pas. Mais je peux comprendre les parents qui disent bon ben il aime bien Mbappé, qu'est-ce que tu veux, je vais pas le... Voilà, je peux comprendre aussi. Bref, je vais arrêter de parler d'Mbappé, ça va dérailler. Tintin, 5e mois d'abonnement avec son Prime, merci à toi. Ça sera mieux au Real. Quand il sera en Real, on pourra le supporter à nouveau. C'est chacun ses goûts. Voilà, moi j'aime, tu vois, sur l'Espagne, si on me laisse le choix Barça-Real, je suis plutôt Real. Ça va piquer quand même l'année prochaine. Voilà. Je sais pas. Le Mbappé à l'équipe de France, mon fils a voulu la BD pour Noël. Ben ouais, voilà, tu vois, Nico. Donc c'est un peu... Alors, Papa Ludo, ça va pas être possible, hein, ce que tu proposes. Fonseca coach l'année prochaine avec David et Zegrova. Bon, après, si t'as 100 millions d'euros dans la poche ou sous la main, on peut peut-être se débrouiller, mais ça va être compliqué. Je dis 100, ça peut être 60 ou 70, mais... Oh, il préfère Mbappé et Enrique, c'est étonnant. Eh oui, bien sûr, Albo Marseille. Les enfants, ils s'identifient quand même plus facilement à Kylian Mbappé qu'à Enrique, qu'à Ndiaye, qu'à Harit, qu'à Correa, voilà, qu'à Mumbagna. Aubameyang, c'est pas la même. Aubameyang, quand même, je pense qu'il y a les enfants l'aiment bien. Donc ça, c'est pas... Mais voilà, après, tu peux pas forcément lutter, quoi.
Moi, si je vois un gamin qui a le maillot de Randal Kolo Muani, je me dis, oh, qu'est-ce qu'il fait? Bon, Mbappé, bon, malgré tout, sociologiquement, bon, on peut comprendre. Une idée de qui tu aimerais, non, je sais pas, Jojo, qui j'aimerais entraîneur l'OM la saison prochaine, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'une direction sportive va arriver à louer la saison prochaine? Je comprends pas ta question. Ta fille, c'est Balerdi, Jojo. Bah, c'est un bon choix. Balerdi plaît beaucoup aux filles. Hein. J'ai remarqué ça. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait un joueur de l'OM chez qui on s'identifie. Et il plaît beaucoup aux garçons aussi, hein, parce que, mais pas pour les mêmes raisons. Mais non, mais Balerdi, c'est un des rares joueurs de cet effectif à qui on a envie de s'identifier. Et c'est beau parce que c'est un sacré pied de nez à son histoire personnelle à l'OM, qui a tellement mal commencé, avec tellement d'erreurs, avec tellement de matchs où bref. Et le voir à ce niveau-là, le voir sortir la saison qui sort, dans la difficulté dans laquelle on est, parce qu'on est dans une saison très difficile, moi, je suis plutôt admiratif de ce qu'il fait Balerdi. Hors OM, je suis pas sûr qu'il ait une si grande cote. Détrompe-toi, Actarus. Il fait partie des défenseurs très suivis. Alors après, est-ce qu'il y aura des offres? Est-ce qu'il y aura des clubs qui viendront poser l'argent qu'on réclame? Je pense qu'on le sous-cote aussi dans notre... Non, il faut pas comparer à Douillet, et Tatsar. Namzen, ça n'a rien à voir. Balerdi, il a un niveau au-dessus. Ce que fait Balerdi cette année... bah tu vois le PSG quand ils prennent Beraldo cet hiver, je pense que si on leur dit Beraldo ou Balerdi, ils hésitent quand même. Voilà. Bon, Beraldo il a 18-19 ans donc forcément il est un peu plus intéressant pour eux, mais malgré tout sur le niveau Beraldo, Balerdi, moi j'échange pas. Donc moi, je pense aussi, comme Lopsy, qu'il est titulaire à Paris, Balerdi. Je le pense. Je pense qu'il est titulaire à l'Atlético. Je pense qu'il est titulaire dans beaucoup de clubs italiens, notamment à la Juve. Je pense qu'il est titulaire en première ligue à Manchester United. Je pense qu'il est titulaire à beaucoup d'endroits, Balerdi. Voilà. Donc, on peut on peut se tromper. Peut-être que je me trompe, mais il a en plus le jeu long, comme le dit James. Ma foi. N'importe quoi, Saka? Bah écoute, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais dis-moi sur quoi je dis n'importe quoi quand même, parce que écrire n'importe quoi dans le chat, c'est bien, mais ça fait pas trop avancer le débat. Tiens, je vais lire ça. OM 13 300 1330 peut-être. Mon gendre est supporter du QSG. Quand il vient manger, une fois, il a mis un maillot du QSG. Je l'ai pas fait rentrer tant qu'il n'est pas allé se changer. Et c'est normal. Donc forcément... Hop, je reçois aussi des petites infos qui viennent direct de l'OM. Non, ça c'est pas très, très intéressant. Ok, bon. Allez, je reprends. Guendouzi était apprécié par les petits. C'est vrai, tu as raison. Pas que par les petits d'ailleurs. C'est pour cette raison que c'est dommage de s'en séparer. Les petits n'ont plus de joueurs chez nous à qui s'identifier. Tu peux rajouter Payet à cette liste, hein. D'ailleurs. Non, j'ai pas prévu de jeu aujourd'hui, les amis. Pour jouer, peut-être que vous pourrez retrouver Slim vendredi, par exemple. Ou peut-être que je peux vous en concocter un petit pour demain. On va essayer. Ok, ben je crois on va s'arrêter là, sauf si vous avez encore 2-3 questions. Allez, je peux les prendre. Payet, Guendouzi, Sanchez l'année dernière, Obama cette année quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a des grands noms, il y a des stars entre guillemets, mais alors il s'est pas fait siffler en début de saison, Balardi, Nico. Je veux pas cette impression. Si peut-être. Bon, peut-être. Ça fait quand même, pour moi, ça fait quand même depuis qu'il ouais, il y a eu cet accro contre Annecy, mais la saison dernière avec Tudor, elle est quand même plutôt bonne de sa part. Ouais, je sais pas. Hello à tous. Benatia va être au révélateur cet été avec le mercato, car avec Pimbagna, non, mais les gars, pour le moment, il est plutôt mauvais, non? Bah non, moi je trouve que c'est une bonne recrue, Mumbagna. Je trouve que c'est un attaquant intéressant, qui a du potentiel, qui a seulement 1 an chez les pros.
qui a marqué but sur but en Norvège. Alors, quand Lyon fait signer Gift Orban, on dit tous « Oh, ils ont pris Gift Orban !» nanana, qui est certainement un très bon attaquant. Et qui a, comme il a joué en Norvège et en Belgique, tu comprends, eux, c'est génial. Nous, on fait signer Mumbagna, on l'appelle Pembagna. Moi, j'aime pas trop ça, les gars. Moi, je vous le dis, c'est pas... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, mon avis, Kimball sur Mumbagna, je trouve que c'est, de toute façon, quand tu prends un attaquant qui a ce profil et cet âge-là, c'est soit tout bon, soit tout pas bon. Pour l'instant, il me montre quand même des choses. Je pense qu'avec un peu plus de confiance et de continuité, il peut être capable de nous surprendre. Il a un physique pour faire très mal en Ligue 1. Pour l'instant, c'est loin d'être un crack, Charlie, ok. Malgré tout, c'est un joueur qui va vite, qui est puissant, qui sait garder les ballons, qui est pas maladroit face au but. On l'a vu, hein, avec son but contre Clermont. Je crois qu'il marque, hein, à Clermont. Peut-être je me trompe. Il marque pas à Clermont. Enfin, en tout cas, je trouve pas maladroit. Même s'il y a certains contrôles qui font très peur. Il y a des tirs qui partent un peu n'importe où aussi. Mais moi, je suis pas du tout choqué par Mumbagna. Je trouve même que c'est un bon joueur. Voilà, c'est Lukaku de Wish. Bah écoute, oui, bien sûr. Après, Lukaku, on peut pas trop le recruter. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. On est l'OM, on n'est pas Manchester City. Hein. Bref, je sais pas. Je le préfère à Vitinha. Oui, quand même. Oui. Mais j'aimais bien Vitinha, mais après, force est de constater à un moment donné, quand tu y arrives pas, quoi. Donc, ton avis sur le communiqué des sous-winners, Bika? Aïe, la question qui fâche. Je le trouve agressif, le communiqué, hein. Je le trouve à la fois sincère, parce que ils se sentent attaqués, donc ils répondent. Ce que j'ai déjà dit hier, et je vais le dire en quelques mots, c'est que c'était pas le bon match pour faire un tifo sur Redouane Bougueraba. Voilà. Tu le fais contre Metz, tu le fais contre Clermont, tu le fais même contre Lens. Écoute. Et surtout, tu le fais dans ta zone. Eh oui, parce que nous, on voit ça à Gagné, on se dit quoi? Et voilà, opération commerciale de l'OM, ils vont vendre des places pour Bougueraba, ils vont peut-être toucher un pourcentage sur les places, alors que même pas. C'est les sous-winners, quoi, qui ont fait ça, on sait pas pourquoi. Oui, parce que c'est un Marseillais qui a réussi à Marseille. Ma foi, peut-être. Mais moi, il était prévu avant le tifo romain. Bah écoute, fallait le sortir avant, ou alors fallait pas le sortir. Je crois qu'il joue son spectacle en juin. Qu'est-ce qui t'empêche de le sortir en mai? Qu'est-ce qui t'empêche je sais pas. Pourquoi sur le Classico? Alors, oui, ça, Alpha Blue Light, le tifo me choquera toujours moins que le résultat du match, bien sûr. Et puis moi, j'ai envie de dire, les winners, vous voulez faire un truc sur Redouane, pas de problème, faites-le dans votre zone. On n'est pas obligé de leur donner la zone gagnée pour faire ce type de tifo. Alors c'est magnifique, les tifos des winners depuis des années, ils font des trucs incroyables. Moi, j'ai des souvenirs de tifos, on les a tous. Bravo Rachid, bravo toute l'équipe des winners pour les tifos. Là, c'est pour moi une faute de goût, une faute juste une faute de goût, et peut-être qu'on n'a pas assez pensé. C'est le classique. Alors pourquoi s'amuser à faire un truc sur Redouane? C'est inapproprié. Voilà, Flétan, tu as trouvé le mot. Et je pense que là, ils se prennent un peu la foudre, alors que bon. Ils sont vexés aussi parce qu'ils ils ont passé énormément d'heures à le faire. C'est un truc qui leur a demandé un temps fou. Beaucoup de gens qui prennent sur leur temps libre, qui s'investissent pour au final se faire critiquer. C'est vexant, donc ils sont vexés. Mais après, est-ce que les critiques sont pas justifiées quand même? Bref, voilà, on va arrêter là. Voilà, il y a des choses aussi dans ce communiqué qui me font réagir. Hein. Des fois, je me demande s'ils sont supporters de l'OM ou supporters des winners qui supportent l'OM. Donc, moi, ça me gêne un petit peu. À mon avis, le plus important, c'est l'OM avant tout. Alors que pour certaines personnes, de certains groupes, je ne cite personne, mais ce qui est plus important, c'est leur groupe avant l'OM. Et ça, c'est quelque chose de dérangeant. J'ai pas dit que c'était les winners, hein. Je ne cite pas les winners. Je dis, il y a des moments, dans certains groupes, il y a des courants de pensée, c'est le groupe avant tout.
Bah non, l'association ne passe pas avant le club, puisque l'association a pour but de supporter le club. Donc voilà. En quoi c'est gênant ce tifo en fait? Mais en quoi c'est bien en fait le géniteur? En quoi c'est sympa d'avoir un humoriste avec la Ligue des Champions à jamais le premier? Enfin, si on va par là, pourquoi on ferait pas un tifo sur Thomas Pesquet? Thomas Pesquet, il aime bien l'OM, c'est son club. Alors pourquoi on ferait pas un tifo sur Thomas Pesquet? À jamais le premier dans la station Mir. Pourquoi pas? Bref. Viens le dire Noyo. Non mais écoute Dimitrez, je donne mon avis après. Hein. Voilà, moi je dis, ça fait des années qu'ils font des tifos merveilleux. Là, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Demain, grosse journée, une très grosse journée sur le Phocéen avec l'OM au café, la conf de presse à 14h sur la chaîne Twitch de l'OM et puis le talk show en direct, évidemment, sur le Phocéen. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis on se dit tout simplement à demain, 11h, pour un nouveau rendez-vous ensemble. Je vous embrasse, à demain, ciao.